Airways, NIO, Changan, Great Wall, MG, Geely. Totalement inconnus hors de leur pays d'origine il y a de cela à peine 10 ans, ces marques automobiles défraient la chronique dans les médias occidentaux depuis maintenant quelques semaines. Et pourtant, les véhicules issus de la République populaire de Chine ont longtemps traîné une image de piètre qualité, voire de dangerosité de ce côté-ci de la planète. Faisons un bref retour en 2007 pour être précis. Cette année-là, une société nommée Asie Auto lançait un nouveau projet. Importer des SUV du constructeur Landwind en France et en Allemagne. Malheureusement pour elle, l'un des véhicules de la marque échouait au crash test frontal à 64 km/h. La vidéo, relayée des centaines de milliers de fois par les internautes, semblait alors avoir scellé le sort des véhicules chinois en Europe. La partie n'était pourtant que remise, en témoigne l'introduction 3 ans plus tard de véhicules répondant cette fois aux normes de crash test européennes. Cependant, traînant en Europe une image de véhicules bon marché et peu attirants, les ventes de ceux-ci restèrent confidentielles durant de nombreuses années, tant sur le marché européen que dans l'Hexagone. Oui mais voilà, et qu'on se le dise, l'épicentre économique et industriel du monde n'est plus l'Europe et encore moins la France. Car quoique longtemps cantonnée au rôle de simple usine du monde par un Occident décidément condescendant, la Chine a connu en seulement 2 décennies une véritable explosion de son produit intérieur brut. Et les revenus de millions de ménages du pays ont suivi la même dynamique. Si nombre de commentateurs européens et américains soulignent à juste titre ce phénomène comme délétère en termes d'attractivité salariale, les mêmes observateurs semblent oublier un point fondamental. Pays le plus peuplé du monde, renfermant sur son territoire près de 20% de la population mondiale à lui seul, la Chine s'est construit un marché intérieur absolument gigantesque. Sur un marché global s'élevant à plus de 80 millions d'unités écoulées, l'empire du milieu absorbait à lui seul en 2022 le quart de la production mondiale d'automobiles. Attirés par le pactole, les constructeurs occidentaux n'avaient pas attendu ce récent boom pour placer leurs pions sur le désormais premier marché de la planète. Parmi eux, Volkswagen, installé en Chine depuis la fin des années 1980, y avait récemment investi de véritables fortunes dans le but de bâtir une offre de véhicules électriques sur mesure pour le pays. Citons également l'installation récente de Tesla, produisant depuis 2019 plusieurs de ses véhicules dans une Gigafactory installée à proximité de Shanghai. Oui mais voilà, depuis quelques mois, la plupart des marques occidentales ayant attaqué le marché chinois font grise mine. Car dès lors que l'on se penche sur les chiffres, la bérésina de tous les constructeurs généralistes occidentaux est clairement visible. À part Citroën ayant connu un timide rebond, tous les constructeurs de voitures particulières d'entrée et de milieu de gamme européens et américains ont vu leurs chiffres de vente en Chine baisser drastiquement l'an passé. C'est que le marché automobile chinois subit depuis quelques années une transformation absolument majeure. Et ce pour une simple raison, la part des véhicules 100% électriques y a tout simplement bondi. Songez que durant l'exercice précédent, plus de 5 millions de véhicules fonctionnant exclusivement sur batterie ont été écoulés dans le pays. Et que parmi ceux-ci, près de 80% étaient de marques chinoises. Car il faut savoir que les marques automobiles chinoises se sont construites une avance incomparable en termes d'électromobilité. Pour en comprendre la raison, il faut retourner à la décennie 2000, époque de leur conquête avortée du marché européen. À cette époque, et outre les mauvais résultats au crash test dont nous avons déjà parlé, l'autre problème auquel elles se sont heurtées était le suivant. Leur incapacité à mettre au point des motorisations respectant les normes européennes d'émissions de plus en plus drastiques. Conscientes du retard de leur industrie automobile sur ces points, les autorités du pays ont, depuis, alloué des milliards de yuan dans des subventions et des allègements fiscaux à destination des entreprises développant des véhicules électriques.
Cette stratégie, alliée à l'allocation par l'État chinois de quantités de contrats de transport public aux mêmes acteurs, a eu l'effet suivant: l'éclosion d'un nombre faramineux de marques chinoises spécialisées en véhicules à motorisation 100% électrique. Et en corollaire, une avance difficilement contestable des industries de l'empire du milieu dans ce domaine. Mais à ceci s'ajoute également une liste d'avantages contre lesquels les constructeurs occidentaux peuvent difficilement lutter. Tout d'abord, après 20 ans de délocalisation massive de la quasi-totalité des industries occidentales vers la Chine, celle-ci dispose désormais d'un outil de production moderne et ultra performant. En parallèle, elle s'est bâti un écosystème de fournisseurs situé dans toute l'Asie, lui offrant nombre de conditions préférentielles. Mais aussi, et à l'inverse de ses concurrents européens et américains, la Chine fabrique tous les moteurs électriques ainsi que la plupart des batteries destinées à ces voitures. Il s'agit même du pays le plus avancé au monde dans le développement des batteries au sodium de nouvelle génération. Pour finir, n'oublions pas non plus que le pays est également l'un des leaders mondiaux en termes de logiciels de communication ainsi qu'en traitement des données et intelligence artificielle. Des acteurs comme Huawei, Alibaba ou encore Baidu ou TikTok n'en constituant que la partie émergée. Maîtrisant de fait toute la chaîne de valeur de la construction d'un véhicule électrique et bénéficiant de coûts salariaux toujours inférieurs de près de 30% à ceux pratiqués en Occident, l'avance que ces constructeurs nationaux ont pris sur leurs concurrents étrangers n'est donc en rien étonnante. Du coup, et une étude récente menée par le cabinet J2 Dynamics le confirme, les véhicules électriques sont vendus 33% moins cher que les thermiques en Chine. Et ce depuis bientôt 5 années. Mais un autre événement bien plus récent vient d'offrir à la Chine et ses constructeurs automobiles une prédominance encore bien plus grande, avance qu'ils ne sont manifestement pas sur le point de perdre. Avril 2023. On apprenait de la source officielle qu'est l'agence de presse Reuters que la Chine avait augmenté ses volumes d'achat de pétrole en provenance de Russie. Cette nouvelle faisait s'interroger les commentateurs économiques les plus au fait sur le prix auquel ces transactions se faisaient. Selon les calculs effectués et partagés par Reuters, la Chine achèterait le brut en provenance de Russie à un tarif inférieur de 9 $ le baril par rapport au pétrole issu d'Arabie Saoudite. Le rabais obtenu par la Chine sur ses achats de pétrole russe a donc pour effet une réduction partielle de sa facture énergétique en pétrole. Car rappelons que si le pays semble certes se diriger vers une électrification complète des voitures particulières circulant sur son territoire, la quasi-totalité des poids lourds du pays roulent encore et pour longtemps au carburant dérivé du pétrole. Il faut également ajouter que l'électricité utilisée pour faire tourner les usines chinoises est produite à 20% à partir de pétrole. L'octroi de conditions financières préférentielles par la Russie a donc mécaniquement l'effet suivant: une réduction de la facture énergétique pour les industries chinoises, à commencer par celle du secteur automobile, et par conséquent, le creusement en leur faveur de l'écart de compétitivité pourtant déjà béant qui les sépare de leurs concurrents occidentaux. Pour couronner le tout, il faut savoir que le comportement du consommateur chinois est en pleine évolution. Car si, il y a quelques années, il ne rêvait que de Mercedes-Benz, de BMW ou d'Audi, les choses ont aujourd'hui changé. En effet, nombre de véhicules commercialisés par BYD, Geely, SAIC ou encore Li, rivalisant désormais au niveau de la technologie, des équipements, des performances et de la qualité perçue avec les stars allemandes, le client chinois se rue dorénavant sur ces derniers. Toutes ces considérations ont eu l'effet suivant: une prise de conscience, voire une panique collective touchant les états-majors de nombre de constructeurs occidentaux. À titre d'exemple, le président de Ford, Jim Farley, prenait il y a quelques jours une décision radicale: désinvestir le marché chinois. Selon lui, rien ne laissant suggérer que les fabricants occidentaux puissent gagner cette bataille, l'injection de capital en Chine n'a plus de sens.
Ford entend donc désormais utiliser le Céleste Empire comme un simple poste d'écoute destiné à mieux comprendre les évolutions technologiques des batteries. Mais plus grave, si les constructeurs occidentaux sont clairement en train de perdre pied sur le premier marché de la planète, la réciproque n'est en rien vraie. Octobre 2022. Après l'annulation de son édition précédente sur fond de crise sanitaire, le Salon automobile de Paris est sur le point de rouvrir ses portes au public. Alors que la quasi-totalité des constructeurs allemands décidaient de bouder l'événement, une pléthore de nouveaux acteurs y faisait irruption. Vous l'aurez deviné, il s'agit des fabricants automobiles chinois. Visionnaire, le directeur actuel de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Jean-Dominique Sénard, déclarait dès 2018 « Sur le marché des pneumatiques, la part des marques chinoises en Europe est passée de 5% à 30% en 6 ans seulement entre 2012 et 2018. Dans l'automobile, attendons-nous maintenant à quelque chose qui pourrait être équivalent ?» Si de nombreux observateurs glosent certes sur le fait que les véhicules électriques que les Chinois proposent aujourd'hui à la vente en France ne sont que légèrement mieux placés en prix que les voitures occidentales concurrentes, il est important ici de rappeler une réalité. Sur leur marché d'origine, les voitures électriques chinoises coûtent bien moins cher que les thermiques. Du coup, il est tentant de se poser la question suivante. Pourquoi les constructeurs chinois n'attaquent-ils pas le marché européen avec des politiques de tarification équivalentes à celles qu'elles pratiquent sur leur propre marché? À ceci, 2 raisons. Première d'entre elles. Rappelez-vous, l'une des raisons pour lesquelles les véhicules en provenance de Chine n'avaient pas séduit les Européens était l'image réelle ou fantasmée de produits peu qualitatifs qu'ils traînaient. Attaquer une seconde fois le même marché avec des produits affichant des prix très inférieurs à ceux proposés par la concurrence enverrait de nouveau et à coup sûr l'image aux consommateurs européens d'un produit au rabais. Stratégie suicidaire s'il en est. Deuxième raison. Les constructeurs occidentaux, bien aidés par des pouvoirs publics arrosant le moindre véhicule fonctionnant sur batterie de subventions démentielles à l'achat, se sont constitués en quelques années un trésor de guerre rarement observé auparavant. En y réfléchissant, aucune raison sérieuse ne s'oppose à ce que les constructeurs chinois, constatant le succès de cette arnaque organisée, ne profitent pas également à part quasi égale avec les constructeurs européens, américains, coréens et japonais de ce pactole inespéré. Et finalement, lorsque tous les États européens financièrement exsangues d'ici peu auront réduit à peau de chagrin leurs subventions à l'achat des véhicules électriques et que les clients potentiels, étranglés par l'inflation galopante et les taxes toujours plus écrasantes sur leurs possessions, auront pour de bon perdu leur pouvoir d'achat, l'immense majorité des constructeurs devront baisser le prix de leurs produits. Et les marques chinoises seront à ce jeu et sans le moindre doute en position de force. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous souhaitez participer aux lives hebdomadaires, il faut cette fois-ci cliquer sur le bouton Rejoindre sous le bandeau de présentation. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.